Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Et on est parti pour ce 3e épisode d'Autres loups-garous. D'autres loups-garous? Et ce coup-ci, pas des moindres, le loup-garou japonais. Tadam! Jinru Super DX. C'est honnêtement le plus beau. La boîte est super classe, mais après c'est pas la première version de la boîte. C'est aussi une version de luxe, c'est la version Super DX. Il y a eu 3 versions en tout, et ça c'est la dernière avec le plus de rôles. Hyper compact, hein. Là il n'y a pas très fin. Simple et efficace. Bon, au Japon, il n'y a pas un auteur, voilà, là c'est la compagnie. Au début c'était Gentosha qui avait sorti le jeu, et puis ça a été racheté par Bandai, on connaît bien. Oui, c'est vrai que Bandai on connaît un peu plus. Ce qui est super intéressant, c'est les illustrations des cartes, elles sont incroyables. Et c'est par un illustrateur connu dans le milieu du manga apparemment, il s'appelle Baron Ueda. Désolé si je prononce mal, Baron Ueda. Il a fait des illustrations magnifiques pour ce jeu. C'est vrai qu'elles sont stylées, quand on aime les mangas, ça fait rêver. Et ce jeu est sorti en 2013. C'est tout jeune quand même, hein. L'histoire des jeux du loup-garou au Japon est un peu complexe, mais du coup là, ils ont enfin leur version un peu qui surpasse les autres, quoi. Ok, c'est devenu une référence, quoi. Je pense, j'ai l'impression. 3 secondes, je l'avais. C'est un demi-dab. Contrairement en France, où on a le loup-garou tierce-lieu et que ça, au Japon, ils ont plein de versions qui existent en japonais de loup-garou. Les japonais sont même très friands du jeu du loup-garou, ils y jouent sur téléphone, ils ont une appli, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, il y a une appli très populaire sur laquelle les japonais jouent au loup-garou, font des parties tout le temps. Et il y a même un événement annuel où sur scène, un groupe de comédiens invite plein de gens connus et tout, et font un stream de leur partie loup-garou, et c'est un événement annuel attendu. D'ailleurs, on a une version traduite sur la chaîne, donc l'affiche elle est là, allez y faire un petit tour si ça vous intéresse. C'est un peu long mais c'est vraiment stylé à regarder. La grande particularité, ça reste le mode obscur. Les rôles ne sont jamais révélés. Même lorsqu'on est mort. J'ai bien imprimé le son. Hein. Hey, je suis la chaîne, moi je suis abonné, moi. Abonnez-vous. On ne révèle jamais les rôles, il y a même des rôles adaptés à ça. La nécromancienne va du coup avoir du retour sur des informations qu'on devrait avoir normalement en mode clair, ouais. En mode clair, mais du coup... Ce qu'on a normalement en mode clair, c'est l'information d'un rôle mort. Sauf que là, on l'a pas. Donc il y a des rôles spéciaux pour avoir cette information et ça rajoute du coup des rôles en plus. Au début, ça fait sourire, on se dit ouais, je gêne pas trop. Et on se rend compte que c'est des rôles clés quand même. Dans cette boîte, il y a des rôles inédits. Il y a des rôles assez violents qui me paraissent super puissants, mais en même temps, c'est un mode de jeu où c'est dur quand même. On a peu d'informations et du coup, il y a des rôles vraiment très très forts. Des rôles de protection qui peuvent protéger plusieurs fois d'affilée. Des rôles... le dictateur, genre il révèle sa carte, il tue quelqu'un, waouh. Révéler sa carte, c'est très fort lorsqu'on peut pas voir le rôle de quelqu'un, donc là, c'est ultime, quoi. Il peut dire, voilà, je suis innocent. T'as Dieu qui connaît tous les rôles de tout le monde et qui doit gagner à partir de ça. Enfin, c'est assez surprenant. Enfin, j'étais vraiment surprise en découvrant les rôles de ce jeu. Il y a de bonnes surprises, donc ça se veut stratégique, mais à la fois fun. Cette boîte contient 24 rôles différents avec un total de 45 cartes, donc voilà, si on est américain, on dirait qu'on peut jouer à 45 joueurs. Hein. Il est écrit de 4 à 25, tu vois, ils sont pas américains. De 4 à 25. 25 c'est déjà beaucoup, hein, mais c'est vrai que du coup, c'est plus modéré, il y a beaucoup de cartes un peu en doublon, genre les jumelles, les trucs du genre. Il y a des doublons sur les simples villageois et les loups-garous évidemment, mais même des doublons sur le prophète. On peut, si on veut, mettre 2 voyants dans la partie, des doublons sur plein de rôles en fait. Du coup, quand t'es MG, tu peux être créatif. Ça c'est une version de luxe, il n'y a pas d'extension, donc en achetant cette boîte, tu as tout le Super Jinru DX. Et Axel qui me l'a acheté au Japon, ça lui a coûté 2000 yens, donc 17 €. C'est vraiment pas très cher, quoi. C'est à peine plus cher qu'un tierce lieu. Puis les cartes sont assez épaisses, elles sont super jolies. Enfin, pour la qualité, je trouve que c'est vraiment bien. Ça importe. J'ai fait mes petites recherches et en fait au Japon, dans les années 2000, il y avait plein de jeux. Il y avait les jeux italiens, les jeux français, le jeu américain, il y avait Ultimate Werewolf, tierce lieu, tout traduit. Les japonais ont fait leur petite adaptation avec leurs illustrations et je pense que une autre boîte a voulu faire leur jeu avec leurs petites illustrations. Au début, ils ont sorti une boîte vraiment de base et ils ont mis du leur, ils ont inventé des choses. Puis peut-être même qu'en faisant participer un mangaka dans l'élaboration du jeu, ça leur a peut-être permis de sortir des idées et il a
peut-être dit bah, tenez, j'ai dessiné ça, vous en pensez quoi? Ils se sont dit bah tiens, on va créer un rôle dessus. Il y a peut-être moyen que ça se soit passé comme ça. Hein. Ce que les Japonais ont gardé, c'est le mode obscur. C'est vraiment quelque chose d'ancré au Japon. Je sais pas si la mentalité japonaise fait qu'ils ont voulu s'orienter vers un jeu plus stratégique, mais c'est ce qu'ils ont choisi en tout cas. Et on voit énormément d'inspiration du jeu italien du loup-garou. Oui, avec du mode obscur, des rôles. La renarde mystérieuse, c'est totalement un rôle le hamster-garou. Je sais plus ce que c'était. Mais dans la version italienne, il y a un rôle avec un nom très qu'on bizarre. présente la version italienne, tiens. Ils ont gardé ça et ils ont fait une version améliorée, quoi. Lorsqu'on joue en loup-garou avec Jinru, ça me fait penser à Death Note. C'était vraiment à la recherche du mec à Death Note, quoi. C'est le même délire. J'imagine trop les mecs quand ils sont loup-garou jubilés à se dire haha, il tombe dans mon piège, moi, tu vois, genre. Je sais pas, je les imagine trop comme ça et c'est vrai que le loup-garou pousse un peu à avoir ce comportement, donc ça colle, quoi. Mais je crois que Daniel m'avait raconté que lors des streams, tu sais, les parties streamées et tout au Japon, en fait, il y avait ceux qui avaient créé l'événement, il y avait des joueurs d'échecs japonais, tu sais, des experts de la réflexion, voilà, et il y avait des gens qui se qualifiaient. Je crois qu'ils faisaient leur tournoi pour qualifier des joueurs experts, en fait. L'intention des auteurs, ça reste un truc assez stratégique. Enfin, je pense qu'au Japon, c'est ça qui intéresse les gens. Ouais, de faire un peu de compétition, de prouver qui est le plus fort. On est très loin de tierce-lieu. C'est clair qu'on est très très loin d'un tierce-lieu. On est très loin de ce qu'on connaît nous en France. Et eux, ils ont l'avantage d'avoir connu plein de jeux du loup-garou différents. Alors moi, à mon avis sur le jeu, mode obscur, j'ai toujours un petit peu plus de mal. J'aime pas être dans le brouillard tout le temps, ça m'embrouille. Mais en même temps, c'est quand même vachement fun. Les rôles sont cool, les cartes sont belles. Oui, le loup-garou, c'est un jeu de bluff. Là, pour le coup, c'est vraiment un jeu de bluff, quoi. La partie d'un loup-garou japonais commence direct par un mec qui dit qu'il est la voyante. Ça commence toujours comme ça. Si ça se passe pas comme ça, la partie... Et puis il y a un autre mec, peut-être, qui vont se dire aussi voyante, et ça commence toujours comme ça. Je crois que c'est ça qui me dérange le plus, c'est que ça donne l'impression d'être assez normé en quelque sorte. Il y a un standard dans les parties de loup-garou, c'est la chose avec laquelle j'ai peut-être le plus de mal, en opposition avec la créativité que permet Tierce-lieu. Donc c'est vrai qu'on a pris entre guillemets des mauvaises habitudes en France. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le côté stratégique, d'avoir un plan et d'essayer de le défier en quelque sorte, parce que c'est aussi ça le but. Hein. En tant que loup-garou, il faut défier le plan. En tant que villageois, il faut défier le plan. On sait jamais à qui on peut faire confiance. On est dans le doute constant. Il y a qu'à la fin où soit c'est le soulagement, soit c'est le non, je me suis fait avoir. Moi, c'est vraiment sur ce jeu où j'ai commencé à apprendre à mentir, parce que j'étais obligée. Voilà, je me retrouve sbire, je dois aider le loup-garou à gagner. Ok, bon, bah je galère, mais vas-y, je vais me faire passer pour la voyante. Je trempe comme une ouf, tout le monde me croit. Ouah, c'est trop bien. Et c'est vraiment ça qui m'a lancé dans le mensonge, finalement. Et du coup, moi, c'est une version que j'apprécie beaucoup. Alors, à la base, j'ai trouvé au hasard sur Amazon, Japon. J'ai vu qu'il y avait plein de rôles. J'ai cherché la boîte avec le plus de rôles possible. J'ai vu qu'il y en avait plein. Il y en a des noms qui me disaient rien. Alors, j'ai commandé la boîte, j'ai traduit. Voilà. Et c'est comme ça que je suis tombée dessus. N'hésitez pas, la petite cloche, abonnez-vous, allez sur notre Discord si vous connaissez une version du loup-garou dont on n'a pas traité sur la chaîne. Proposez-la en commentaire et peut-être que ça sera la prochaine qui sortira. Pareil sur Discord, je peux vous envoyer les traductions du loup-garou japonais. Voilà, je traduis les rôles autant que ça serve à tout le monde. Et le village Chandar.